Bonjour, c'est Liz. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une présentation de Castle qui s'appelle Bridging the Gap Between Theory and Practice, Action-Oriented Tasks in FSL. Cette présentation est donnée par Jennifer Kruthoff et Mary Beth Backwich. Leur but avec cette présentation est d'aider les enseignants de FLS à développer la pratique pédagogique. La présentation est divisée en catégories. La première catégorie est pourquoi est-ce qu'on doit apprendre l'approche actionnelle. Le deuxième, comment est-ce qu'on peut déterminer si nos tâches sont actionnelles? Comment est-ce qu'on peut faire de l'étayage? Comment est-ce que je peux planifier pour le succès des élèves en les tâches actionnelles? Premièrement, les présentatrices donnent une histoire des approches pédagogiques qui nous amènent à l'approche actionnelle. La première approche qu'elle discute est l'approche grammaire-traduction. Simplement, cette approche traditionnelle demande aux élèves de traduire les mots pour lecture et écriture. Après des années, ils ont réalisé que cette approche n'a pas répondu aux besoins des élèves parce que cette approche ne touche pas sur les habiletés orales. Ce besoin de comprendre et produire la langue oralement nous donne l'approche audiolinguale, où les élèves travaillent au laboratoire et écoutent et répètent les phrases en français. Avec cette méthode, les élèves peuvent seulement dire les phrases qu'ils ont mémorisées. Ils ne peuvent pas interagir avec la langue. Ça nous donne l'approche communicative. Cette approche permet aux élèves d'utiliser la langue oralement dans le contexte du salle de classe, mais les élèves luttent quand ils ont besoin de communiquer en français hors de l'école. Ça nous donne l'approche actionnelle. Cette approche est basée sur l'idée d'apprendre la langue fonctionnelle pour utiliser avec les tâches réalistes. Ces tâches donnent l'opportunité d'interagir avec les autres et toujours en un but. Le résultat, on espère, est une communication significative qui est reliée aux intérêts et aux besoins des élèves hors de l'école. Selon nos présentatrices, on doit utiliser une combinaison de ces 4 approches dans nos salles de classe. La première fois que j'ai écouté cette présentation, je n'étais pas d'accord avec cette idée. J'ai pensé que les approches grammaire-traduction et audiolinguales n'ont pas de place dans les salles de classe de nos jours. Mais, après plusieurs écoutes, je pense que les présentatrices ont raison. Pendant que nous, comme enseignants, faisons notre plan, on a besoin d'emprunter certains éléments de ces approches pour faire du l'étayage pour nos activités. Les élèves ont besoin des éléments du grammaire-traduction pour développer le vocabulaire nécessaire et ils ont besoin des éléments du méthode audiolinguale pour apprendre comment prononcer les mots. Donc, j'ai changé d'avis un peu. Une chose importante de noter est que l'approche actionnelle est traitée dans le CEFR et est intégrée dans le curriculum de Ontario. Selon le CEFR, les compétences de langue, les activités de langue communicative et l'utilisation des stratégies, tous contribuent à une compétence linguistique globale. Selon moi, ce modèle est très utile pour nous comme enseignantes. Ce modèle nous rappelle qu'on a besoin d'aider les élèves à développer leurs compétences linguistiques par une instruction plus directe. Aussi, on doit donner l'opportunité pour l'élève de faire les différents types d'activités communicatives. Aussi, on doit donner aux élèves les stratégies pour déterminer comment interagir en français et les opportunités pour utiliser les stratégies. La prochaine partie de présentation est comment est-ce qu'on peut découvrir si une tâche qu'on a créée pour nos élèves est actionnelle. La réponse est qu'une tâche actionnelle toujours a une composante sociale. Ça veut dire que les élèves interagissent pendant qu'ils font cette tâche. Pour être actionnelle, la tâche doit demander aux élèves d'accomplir une tâche langagière. Ce type de tâche diffère d'une tâche communicative qui demande aux élèves d'utiliser une certaine structure de langue pour accomplir la tâche. Par exemple, si on crée une activité comme échanger les cartes postales avec une amie en la classe en décrivant votre été, ça c'est une tâche actionnelle. Mais si on ajoute l'instruction en utilisant passé composé, décrivez votre été, ça c'est communicatif. Une tâche actionnelle n'a pas d'objectif langagière.
Dans l'approche actionnelle, les activités ont un objectif qui est réaliste et les élèves peuvent utiliser n'importe quelle structure de langue pour le faire. Simplement, si une activité demande aux élèves d'utiliser une structure de la langue, c'est une activité communicative, et si l'activité demande aux élèves d'accomplir une tâche, c'est actionnel. L'approche actionnelle prépare les élèves d'utiliser la langue hors de la salle de classe. Je pense que nous, comme enseignantes, avons besoin d'utiliser les stratégies communicatives pour enseigner le vocabulaire et la grammaire, et donner aux élèves l'opportunité de prendre les risques avec leur langue seconde et parler dans une situation familière, la salle de classe. Mais on a aussi besoin de donner les opportunités d'utiliser la langue dans une situation réaliste. Les élèves doivent découvrir comment sélectionner et utiliser les stratégies linguistiques et comment utiliser les différentes structures de langue sans direction de nous, les enseignantes. Je vais utiliser les stratégies communicatives et les stratégies actionnelles dans ma salle de classe pour faire croître la compétence linguistique de mes élèves et aussi leur confiance en leur langue seconde. La prochaine partie de présentation est l'étayage. Les présentatrices ont noté l'importance de l'étayage à long terme. L'étayage au cours de quelques années scolaires est essentiel selon nos présentatrices pour le succès de nos élèves. Cette idée de l'étayage au cours de plusieurs années scolaires nous donne la notion du spirale. L'idée du spirale est l'idée qu'on a besoin de retourner et réviser les différentes tâches et s'appuyer sur les connaissances antérieures, tous au cours de plusieurs années scolaires. Ça va augmenter la rétention et la compétence des élèves. En cette présentation, les enseignantes donnent les exemples de comment faire la technique spirale. Elles utilisent les phrases je peux du CEFR pour contextualiser et guider les attentes au cours de 5 années. Enseignante, on peut utiliser le concept du spirale en suivant ces étapes. Premièrement, choisissez les attentes globales et attentes spécifiques que vous allez adresser du curriculum. Vous allez probablement noter que les attentes ne varient pas beaucoup d'une année à l'autre. La deuxième étape est de créer les plans à long terme. On doit utiliser le CEFR pour déterminer le niveau de les élèves, et A1, A2, etc. On doit décider quelle déclaration je peux qu'on aime que les élèves maîtriseront au fin des 5 années. La troisième étape est de concevoir les tâches ouvertes qui suivront les objectifs et déclarations je peux. Assurez que ces tâches offriront multiples points d'entrée. On utilise la même déclaration je peux chaque année, mais les tâches et par conséquent la complexité du tâche va varier. Et la quatrième étape est de demander-vous comment la technologie peut augmenter l'apprentissage de vos élèves. Selon moi, je pense que cette idée est bonne en théorie, mais en pratique, c'est difficile de vraiment l'impliquer dans une salle de classe. Le modèle de spirale nous demande de retourner aux les mêmes types d'activités au cours de 5 années. Je pense que ça va être tellement difficile de convaincre 4 autres enseignants de suivre tous ces unités de leçons que vous avez créées. C'est probable qu'ils ont leur propre plan pour l'année. Dans le cas qu'on convaincre ces enseignants d'essayer à utiliser notre plan, c'est improbable qu'ils vont enseigner les unités de même façon que nous. Aussi, c'est possible qu'ils ne vont pas avoir assez de temps pour faire toutes les unités qu'on a créées. Pour moi, je veux communiquer avec mes collègues qui a enseigné ou va enseigner ma classe, mais je pense que c'est un peu effronté de demander aux enseignants de suivre les mêmes unités que moi, particulièrement comme une nouvelle enseignante. Maintenant, les présentatrices nous décrivent comment créer nos propres unités. Premièrement, on doit commencer avec les activités pré-communicatives pour enrichir le vocabulaire et introduire les expressions. Puis,
On va créer les activités où les élèves vont produire la langue dans les situations structurées. Ils vont utiliser la langue plusieurs fois pour l'internaliser. Ça, c'est les activités communicatives. Après ça, on doit créer les tâches qui simulent les situations réalistes dont l'objectif est de résoudre des problèmes ou accomplir un but spécifique. Maintenant, nos présentatrices considèrent l'évaluation pour leurs unités. Elles suggèrent une approche simple qu'on peut adapter au cours de plusieurs années scolaires, puisque les élèves deviennent plus compétents. Avec cette technique, les élèves peuvent revenir à un système d'évaluation familier chaque année. Les présentatrices recommandent que nous utiliserons les mots-clés du grille du curriculum pour co-créer les critères de succès avec nos élèves. Les élèves peuvent choisir les mots des différentes catégories qu'ils ont besoin d'utiliser pour accomplir la tâche. On doit utiliser ces critères pour créer un modèle général qui peut être utilisé pour ce type de tâche pour toutes les années scolaires. Par exemple, en comparant ces deux évaluations, on peut voir que l'enseignant suivra les mêmes critères pour la 4e et la 8e année, mais la complexité change beaucoup. Selon moi, je pense que les grilles d'évaluation doivent être spécifiques selon la tâche, et je n'aime pas l'idée d'utiliser une grille similaire pendant 5 années scolaires. Je pense qu'on doit développer nos méthodes d'évaluation selon nos élèves, leurs compétences et le matériau. Aussi, on a besoin d'être ouvert aux recherches à propos d'évaluation. On ne peut pas devenir attaché à une méthode ou grille d'évaluation. J'aime l'idée d'appuyer sur les critères du succès du passé, mais je vais être un peu plus flexible que les présentatrices recommandent. En conclusion, je pense que l'approche actionnelle a beaucoup de bonnes idées qu'on peut utiliser pour améliorer nos salles de classe. Je vais utiliser quelques-unes des méthodes et les stratégies que j'ai apprises de cette présentation dans mes salles de classe au futur. Une chose que les présentatrices n'ont pas notée est que cette approche est très motivante pour les élèves. L'idée d'utiliser la langue au Québec ou en France est très motivante. Aussi, je pense que les tâches réalistes sont beaucoup plus amusantes pour les élèves. C'est une opportunité d'interagir avec leurs pairs et être un peu plus sociaux. Aussi, si vous êtes intéressé, j'ai accès aux quelques ressources qui ont été utilisées dans cette présentation. Je peux les partager avec vous par courriel si vous voulez. Merci pour m'écouter.